Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser ensemble des mouvements sur l'adresse du présumé, on va dire, draineur des comptes FTX. Donc on va aller voir ça principalement, qu'est-ce qu'il s'est passé, qu'est-ce qui a été acheté, etc., qu'est-ce qui a été vendu. Et on va également aller voir du côté de la SEC, pourquoi la SEC n'a rien vu. On a encore des nouvelles révélations qui sont, vous allez le voir, assez croustillantes sur l'affaire FTX, encore une fois. Et on a aussi cet afflux hier de 100 000 BTC sur Binance. Donc on va essayer d'aller voir ce retour des BTC sur les exchanges, qu'est-ce que ça a créé dans le passé. Donc on va faire un travail un petit peu de recherche sur, depuis fin novembre dernier, qu'est-ce que signifie, on va dire, un retour des BTC sur les exchanges. Donc ça promet d'être une vidéo assez intéressante, peut-être un petit peu longue, mais n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, il y aura des infos un petit peu dans tous les sens. Ici on est sur le BTC face au dollar, pour le moment toujours dans ce qu'on pourrait présumer être un triangle, même si à l'instant T, vous le voyez, on se fait littéralement bloquer à chaque fois qu'on essaye de passer les 16 009, donc on n'arrive pas à faire le retour en haut de ce triangle qui validerait un peu plus déjà la figure. Donc pour le moment, pour moi, voilà, on est plutôt dans une sorte de canal descendant. Voilà, à voir comment va se dérouler un peu la résolution de cette histoire, notamment demain, puisque là on est dimanche, donc a priori pas grand chose aujourd'hui ne devrait se passer, si ce n'est aller rechercher un petit peu des liquidations et des liquidités. On parle justement de liquidation et de liquidité par rapport à FTX. Il y a une info qui vient de sortir de John Ray, qui est l'avocat d'affaires qui est en train de plus ou moins faire le point sur cette banqueroute de FTX, donc qui est le nouveau on va dire le nouveau PDG de FTX, et il nous dit là que en fait Alameda avait une sorte d'exemption en fait des liquidations sur sur les contrats FTX. C'est-à-dire que c'était un market maker, mais qui ne pouvait pas en fait se faire liquider, puisque vous le savez, était la plateforme sœur. Donc ça, c'est bien évidemment typiquement interdit, hein, puisque normalement vous ne pouvez pas littéralement pas faire ce genre de pratique. Maintenant, on le voit ici, encore des nouvelles choses qui sortent tous les jours et qui sont vraiment relativement quand même à vomir. Pour certains qui, comme moi par le passé, ont pas mal tradé sur FTX, on comprend un petit peu mieux parfois pourquoi il se passait des choses un petit peu bizarres par moment. Mais voilà, c'est un petit peu le cas sur tous les exchanges, donc à confirmer dans le futur. Mais vous comprenez ici que tout ça est littéralement interdit, bien évidemment. Et donc là, du coup, on a vraisemblablement quand même quelque chose qui devrait passer par la case prison à un moment donné. Ensuite, on va parler de la SEC. Pourquoi la SEC, elle n'a pas vu toutes ces choses sur FTX? La SEC, théoriquement, est plutôt pour les entreprises cotées en bourse, etc. Mais à partir du moment où il y a une sorte d'appel public à l'épargne, hein, ce que faisait FTX vraiment dans les grandes lignes, eh bien, la SEC devient compétente. Vous comprenez ici que c'est pour ça que la SEC a attaqué XRP, et c'est pour ça que la SEC a été créée, en fait, pour protéger les petits investisseurs de ce type de pratiques, à savoir délit d'initié, voilà, enfin, tout ce genre de petites copineries qui ont pu arriver entre les deux firmes. Et ça va pas sans rappeler des histoires comme celle de Bernard Madoff, qui avait en fait, qui était extrêmement proche du pouvoir également, et qui avait lui aussi créé un fonds d'investissement, on va dire, qui était là pour le coup un véritable Ponzi, où vous aviez en fait les derniers entrants qui payaient pour payer en fait les 17% qu'il proposait dans son fonds d'investissement. Tout ça a été vu assez vite en fait finalement. Et il a finalement également il a été question à un moment donné de vérifier un petit peu ce qu'il se passait dans les comptes de Madoff, puisque tout le monde disait que c'était relativement impossible d'offrir 17% au vu de ce qui était fait. Et dans le scandale Madoff, ce qui s'est passé en fait, c'est que il montrait des fausses transactions, sur des actions, comme s'il avait vraiment un excellent rendement, qu'il avait vraiment du nez. Et en fait, il préparait, il faisait faire par des secrétaires, des fausses transactions, comme quoi a posteriori il connaissait le marché, donc il se débrouillait tout simplement pour que le tout
concorde, on va dire, mais pour le coup, ce qui a été mis en avant après, c'est qu'à un moment donné, quand on est arrivé vraiment sur une forme de crise, tout le monde a voulu retirer. Théoriquement, il aurait dû y avoir 7 milliards sur le fond, et il ne restait en fait qu'1 milliard. Donc, exposition aussi, et à un moment donné, la SEC est venue investiguer sur ces fausses transactions, et en fait, ils n'ont rien vu. Ils ont dit non, mais c'est bon, nous on a regardé les transactions, alors que théoriquement les transactions sont numérotées, mais la vérification n'est pas allée jusqu'à ce point-là. Et en l'occurrence, Madoff était extrêmement influent à Wall Street, il a dirigé beaucoup d'associations autour du Nasdaq, etc. Il a participé, je crois même, à la création du Nasdaq dans les années 70, donc c'était vraiment quelqu'un qui était extrêmement respecté et très proche du pouvoir, et donc du coup, ici on comprend également un petit peu que l'histoire se répète de ce côté-là. On peut ici réfléchir un petit peu à qui est la SEC et comment elle a été créée et pourquoi. Ça, je vous l'avais expliqué. On a les commodités aux États-Unis et on a les securities. Les securities étant plutôt des contrats d'investissement et les commodités étant plutôt du trading type pétrole, blé, on va dire, qu'on va qualifier de matière première, entre guillemets. Et il y a de tout temps eu nécessairement deux agences à l'époque du chemin de fer. On ne pouvait pas mettre le chemin de fer à l'époque du chemin de fer, je parle aux États-Unis, on ne savait pas trop dans quelle case le mettre, et du coup on a créé cette case sécurité qui est j'investis sur un service potentiel et peut-être que je vais gagner là-dessus. Et il y a eu beaucoup de délits d'initiés, notamment avant la crise de 29, etc. Et Roosevelt avait, au moment où il a récupéré le pouvoir et toute cette période du New Deal, etc., a mis en place tout simplement cette agence qui était... Au départ, tout était, on va dire, c'était chaque État qui pouvait faire sa propre loi. Et là, en l'occurrence, on a une supervision, on va dire, fédérale aux États-Unis qui permet de faire le lien et qui, en fait, est une agence qui, théoriquement, est indépendante du pouvoir, mais qui... est quelque chose qui permet d'avoir une supervision nationale aux États-Unis. Et en l'occurrence, à l'époque, Roosevelt avait nommé le père de Kennedy, donc Joseph Kennedy, premier président de la SEC en 1934. Et il avait eu cette formule qui est assez connue, il faut bien un voleur pour lutter contre les voleurs, puisque Joseph Kennedy n'avait pas une réputation qui était extrêmement reluisante. Notamment, il avait pour envie d'être président déjà avant son fils. Et en l'occurrence, étant donné qu'à un moment donné il était en Allemagne, etc., il avait eu des propos qui étaient pro-nazis, et du coup ça avait un petit peu, à ce moment-là, ça avait détérioré son image, et on sait qu'il était probablement assez proche de milieux comme la mafia, ce genre de choses. D'ailleurs, on pense que son fils a probablement été John Fitzgerald Kennedy et Bobby Kennedy aussi. Enfin, c'est vraiment une histoire l'histoire de cette famille, elle est assez intéressante, mais on pense que c'est probablement la mafia sur fond de troubles politiques également, mais que c'est plutôt la mafia qui aurait assassiné Kennedy que, comme ça avait été prétendu à l'époque, les communistes. Bref. Dans ces années-là, également, on crée le Securities Act, qui est plus ou moins quel est le contexte de compétence, on va dire, de la SEC. Et ceci a été remis au goût du jour dans les années 2000, suite au scandale Enron et WorldCom, où en fait du coup on recrée un petit peu pour les entreprises cotées et les appels aux investissements tout un contexte qui est plutôt basé sur pas l'auto-évaluation, mais si vous voulez en interne vous devez faire beaucoup plus de choses. Avant, la SEC avait beaucoup plus du coup ne voyait pas passer énormément de choses, alors que là en interne il y a déjà des contrôles qui sont plus aboutis, on va dire, voilà. Encore une fois, donc là je passe sur toutes ces choses-là. En ce moment, le président de la SEC est Gary Gensler, donc proche, bien entendu, des démocrates, puisqu'il a été nommé par Biden. Il a été nommé en 2021, donc il a un mandat qui va tenir jusqu'en 2026, et on sait que Gary Gensler est pas littéralement anti-crypto, mais disons qu'il veut mettre sous le joug de la SEC, plus ou moins, on va dire tout sauf Bitcoin. Enfin, lui, ça serait sa façon de voir les choses. Ethereum, c'est assez ambigu, et c'est encore une fois quelque chose qu'on voit dans le procès entre Ripple, donc XRP, et la SEC en ce moment, qui a eu lieu au tout début de Bull Run, donc qui, pour moi, a mis un peu de plomb dans l'aile, a rajouté cette narration de la régulation sur les cryptos comme un truc où ça dit attention, la SEC peut faire des procès aux cryptos, et du coup, ça a mis pas mal de plomb dans l'aile pour moi au Bull Run précédent. Et
Gensler, ici, est plus ou moins en train de dire... Pour moi, le fait que Ethereum, par exemple, soit proof of stake, on est plutôt sur quelque chose du domaine de la security, donc attention à ça, évidemment. Pour le moment, la seule chose dont on est sûr, c'est que, effectivement, Bitcoin sera classé comme commodity puisque suffisamment décentralisé. Les contrats d'investissement sur Bitcoin, en théorie, ne profitent pas à quelqu'un en particulier, donc on considère que c'est quelque chose comme plus ou moins ce qu'on pourrait qualifier d'or digital ou ce genre de choses. Sur Ethereum, ça va être un peu plus compliqué parce que Ethereum est quand même relativement décentralisé. Il y a des tests qui sont mis en place pour vérifier la décentralisation, mais ils datent de très longtemps. Le test de Howey notamment, voilà, des tests qui permettent de savoir si un contrat est suffisamment décentralisé pour ne pas être sous le joug de la SEC. Et oui, on peut se demander là, parce que là j'ai dérivé sur d'autres choses, mais on peut se demander pourquoi Gensler n'a pas tiré la sonnette d'alarme avant, pourquoi la comptabilité de FTX, si ce n'est même pas un FTX international, mais FTX US n'a pas été vérifiée par tous ces gens-là, dans la mesure où effectivement FTX faisait des appels publics à l'épargne, comme c'est le cas pour tous les exchanges en fait. Donc, grosse question ici, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Est-ce que Gensler n'a pas fait son boulot? C'est une petite question qu'on pourrait se poser. Je crois que... J'ai regardé ce matin une vidéo de Idriss Aberkan qui parlait de ça, et effectivement, je trouve que c'est relativement... adéquate. Ensuite, quand le scandale a eu lieu, Gensler a dit on va s'occuper d'eux, on va vraiment ici investiguer là-dessus. Et du coup, c'est ce qui en fait... Il y a un autre investisseur sur FTX qui s'appelle Kevin O'Leary, qui avait dit quelque chose de très vrai, et malheureusement il s'est avéré que c'était l'exchange sur lequel il était associé, mais qui avait dit avant cette jambe baissière, le bottom n'est pas trouvé, et pour moi on trouvera un bottom quand un gros exchange aura fait faillite. On a besoin que un gros acteur de chaque secteur tombe, et ça n'est pas le cas encore. Malheureusement pour Kevin O'Leary, c'était FTX pour qui il est représentant, c'est-à-dire il est spokesman et il est également actionnaire. Au moment de la faillite de FTX, Kevin O'Leary a regardé, a essayé de faire un tour de table pour réunir les 8 milliards qu'il manquait. Il a plus ou moins appelé des gens qui étaient prêts à mettre de l'argent, et à ce moment-là, effectivement, Gensler est arrivé en disant on va taper sur FTX, et du coup, ce tour de table de 8 milliards n'a pas pu arriver. Après, quand on a eu maintenant, on se dit que c'est peut-être un mal pour un bien, puisque maintenant on a eu les tenants et les aboutissants de comment était tenu FTX. Donc le fait de sauver FTX n'aurait peut-être pas mis en avant tous ces problèmes, même si je pense que ça aurait pu être le cas. À minima, en tout cas, au moins, voilà, la plateforme aurait pu essayer de tenir quelques temps, et les retraits auraient pu être possibles. On continue sur FTX. Avec l'adresse donc du drainer, alors oui, c'est celle-ci, je sais plus si c'est celle-ci, attendez, on va regarder. Je crois que c'est celle-ci. Oui, l'adresse du drainer, vous vous rappelez, il y avait 250 000 ETH là, et désormais on passe à 200 000. Donc il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose il n'y a pas très longtemps, donc on va essayer d'aller un petit peu analyser ce qu'il s'est passé. Et en l'occurrence, quand on regarde toutes les transactions, alors là, bon, c'est assez marrant, vous avez des gens qui font des dons en fait à ce drainer de FTX avec des noms de tokens assez marrants pour essayer de faire la blague. Mais ici, en l'occurrence, on voit effectivement un transfert de 25 000 Ethers, un transfert de 10 000 Ethers, encore 10 000 Ethers et encore 5 000 Ethers. Donc, on a effectivement, rien que là sous les yeux, 40 000 Ethers, et puis il doit y avoir une transaction à 10 000 un peu plus tard. Ça s'est passé il y a 5 heures, et ça va sur ce portefeuille-là, donc qui est OX866. Quand on va sur le portefeuille OX866, on voit que il a procédé à des achats de One Inch, REN BTC. Alors après, qu'est-ce qu'il a fait avec ce One Inch router? On peut peut-être y voir quelque chose ici, on va essayer de voir ça, mais je suis pas sûr. Il faudrait 27 000 transactions, le temps qu'on trouve quelque chose là-dedans. Bon, excusez-moi, c'est pas forcément préparé. Mais en gros, il y a du mouvement ici, là-dessus, donc attention à ça. Il y a aussi, du coup, ça fait une pression vendeuse sur Ethereum, évidemment, sur des contrats qui sont pas forcément liquides, donc à voir ce qu'il est en train de se passer de ce côté-là. Vous le voyez ici, Ethereum qui du coup repère un petit peu, enfin revient visiter le bas du flag, et si jamais ce qu'on est en train de faire, ça en est un, c'est-à-dire que ici on aurait potentiellement, je dis bien potentiellement, peut-être un bull flag. En tout cas pour le moment, ça tient sur Ether.
Donc voilà, attention à ça, et pourquoi vraisemblablement la SEC n'a pas, n'est pas tombée sur le dos de FTX plus tôt, avant que ça soit trop tard en fait, et tout simplement, probablement parce que on a ici un Sam Bankman-Fried qui était extrêmement proche des zones les plus obscures et les plus hautes sphères du pouvoir, à savoir tout simplement la campagne de Joe Biden qu'il avait financée à hauteur de 50 millions, et il avait promis à Biden de poser 1 milliard, enfin entre 500 millions et 1 milliard sur la table pour les présidentielles de 2024. Donc ça, on comprend un peu mieux maintenant qu'est-ce qu'il se passe exactement là-dessus, et surtout on comprend les pratiques qu'avait Alameda, et on comprend d'où sortait tout ce cash à ce moment-là. Si évidemment vous faites des trades où vous ne pouvez pas être liquidé, c'est assez facile de mettre des leviers très très forts, et si vous êtes exempt de possibilité de liquidation, voilà. Moi je me rends compte que personne n'a vu ça avant, je veux dire que c'est vraiment hallucinant que même Kevin O'Leary, qui est normalement un analyste financier, ait pu en étant actionnaire avoir été au board, etc., en laissant passer ce genre de choses, tous les autres actionnaires aussi, tous les gens qui éventuellement ont signé des contrats avec FTX, qu'ils n'aient pas vérifié exactement ce qu'il se passait. Je trouve qu'on est quand même ici dans quelque chose qui est plus ou moins de la science-fiction. On va parler maintenant de BTC sur les exchanges. Et je vous avais dit hier, attention, j'ai l'impression qu'il y a 100 000 BTC qui viennent de tomber sur Binance. Cette information, elle est vérifiée sur CoinGlass, enfin du moins, on peut faire confiance ici à CoinGlass pour vérifier ce type d'information. Oh, pardon. Par contre, j'ai pas l'info, moi, j'ai pas ce type d'info. On va essayer de se mettre là, voilà. J'ai pas cette information-là en ce qui concerne Glassnode, et j'ai regardé aujourd'hui pour voir, comme c'était un mouvement d'hier, eh bien, je me suis dit que peut-être on pourrait voir ce gros mouvement ici aujourd'hui. Et personnellement, vous le voyez ici, pour moi sur la journée d'hier, on est plutôt flat en ce qui concerne les exchanges. Donc soit on a rentré 100 000, et d'ailleurs on va regarder que Binance tout simplement. Alors, on a ici en supply 1, 2, 3, 4. Sur la journée d'hier, je vois pas 100 000 BTC, voilà. Je vois effectivement une rentrée sur Binance, mais c'est à peu près normal, puisque Binance a, dans un moment où les gens, si vous voulez, par exemple ceux qui n'ont pas de Ledger, ils ont probablement ici fait des transferts vers Binance en se disant que Binance était plus solide. Binance a fait une proof of reserve qui était assez conséquente. Je me rappelle plus des chiffres, mais je crois qu'on parle de 50 milliards, il me semble. Je me rappelle plus des chiffres exacts, mais 50 milliards ne serait-ce qu'en Bitcoin, si je me trompe pas, c'était ça, ou 500 000 BTC, je sais plus. Bon bref. En gros, on peut se dire que Binance est relativement sûr. On sait aussi que Vitalik travaille sur un protocole de proof of reserve avec CZ de Binance. Donc du coup, il y a cette volonté ici de reconstruire un peu l'écosystème en établissant un système interne qui fonctionne avec le code, donc qui reste plus ou moins décentralisé, ce qui serait vraiment une bonne chose. Et donc du coup, voilà, on est ici quand même sur un endroit où Binance gagne plutôt la confiance que autre chose. Mais hier, on avait cette info, plus 100 000 BTC, et c'était relativement bizarre. Je n'ai pas cette info sur Glassnode, mais on va quand même s'en tenir ici à CoinGlass, du coup, et essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il s'est passé à chaque fois qu'on a eu ce type d'afflux, c'est-à-dire, vous le voyez ici, c'est la zone en verte qui remonte. On n'a pas des afflux aussi massifs dans le passé, mais en tout cas, on peut ici reprendre jusqu'à mars 2022. Vous le voyez ici qu'on a un afflux de BTC à partir du 3 mai, donc retenez bien ces dates. Le 3 mai, le 3 août et le 26 octobre, et puis désormais bien sûr aujourd'hui. Donc 3 mai, 3 août, 26 octobre, on va aller regarder sur le prix de BTC en général, qu'est-ce qui s'est passé après cet afflux massif de BTC sur les exchanges. On a donc parlé du 3 mai. Voilà. On a parlé du 3 mai, et globalement, on était le 3 mai à peu près par ici, donc jambes baissières tout de suite après, ok. On a parlé du 2 août, et le 2 août, on était à peu près par ici. Donc jambes baissières, oui, mais plutôt, on va dire, une grosse semaine après. On a parlé du 26 juin, je crois. Je sais plus, du coup, j'ai oublié. On va regarder ça. On a parlé du 3 mai, 3 août et du 26 octobre. 26 octobre, donc on va les regarder également. Et le 26 octobre, on était très exactement ici. Donc effectivement, grosse chute une semaine après.
Est-ce que ça, c'est des structures de distribution? C'est-à-dire ça, c'est une distribution, ça, c'est une distribution, et ça, c'est une distribution? La réponse est oui, ça y ressemble, hein, juste avant un dump comme celui-là. Bien évidemment que ça ressemble à ça. Donc, en l'occurrence, est-ce que là, aujourd'hui, ça pourrait être une structure de distribution? Bien évidemment, à court terme, ça peut en être une. Et puis ensuite, après, vous continuez à vendre, mais il n'y a plus aucun vendeur. Je le dis souvent sur la chaîne, mais le prix n'est qu'une résultante de la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est tout ce que c'est. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on était ici à 69 000 $, ici ce jour-là, et on a fait un top très précis, je crois, à pile poil 69 000. Personne ne voulait du BTC dans le monde à 69 001 $. Personne. Donc du coup, ceux qui voulaient acheter ici, ceux qui voulaient, acheter à ces prix-là, et ceux qui voulaient vendre ont été obligés de vendre sur une forme de descente, puisque c'est encore une fois une résultante de la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Bref, attention à ça, parce que cet afflux massif de BTC sur Binance pourrait éventuellement nous mettre la puce à l'oreille en nous disant « Ah, ben on se prépare à une nouvelle jambe qui pourrait être de l'ordre de celle-ci, de celle-là ou alors de celle-là. » Vous le comprenez. D'autant plus que le montant des BTC est plus important que ce qu'on a vu, vous le voyez sur CoinGlass ici. Là, on a un montant qui est plus important. Bon, là, je pense qu'on n'a pas 100 000 BTC. Ici, on a quand même quelque chose d'assez costaud, vous le voyez. Et d'ailleurs, en fait, je vous ai dit sur plusieurs jours, mais oui, effectivement, c'est ça. 1, 2, 3, 4 jours. Et hier, oui, alors excusez-moi du coup, c'est assez bizarre quand même. Hier, on a 100 000, et vous vous rappelez de la vidéo d'hier, hein, j'ai vraiment vérifié, hier on a 100 000, et ici on l'a pas forcément, c'est pas extrêmement flagrant sur la journée d'hier. Donc bon, en tout cas, vous le voyez ici quand même, un retour des BTC sur les exchanges. On avait eu une énorme sortie que j'appellerais la sortie du self-custody, c'est-à-dire les gens mettent leur Bitcoin sur un cold wallet, et là on a quand même un retour. C'est peut-être d'autres BTC, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être aussi des gens comme DCG, donc Digital Currency Group, ou d'autres plateformes qui sont en danger, qui éventuellement ici vont se mettre en position vendeuse, histoire de sauver leur business. Ça pourrait également être des mineurs, même si en général les mineurs vendent plutôt OTC, mais ça pourrait être le cas. En tout cas, on voit qu'il va y avoir peut-être potentiellement une vente au marché assez conséquente. Donc encore une fois, attention à ça. Ça rajoute un peu dans l'idée que le bottom ici n'est pas forcément nécessairement trouvé. On peut aussi monter un petit peu pour venir chercher des liquidations, et ça permettra également de distribuer en même temps à ceux qui souhaitent le faire, et puis ensuite faire cette fameuse vague baissière pour une réaccumulation plus bas. Tout à fait possible. Donc voilà, mais traquez bien ce genre de choses. Alors malheureusement, j'ai pas la même info sur Glassnode que sur CoinGlass. Moi j'aime bien quand tout se recoupe pour vraiment vérifier une information, donc j'ai un peu hésité à faire ce sujet-là sur cette vidéo aujourd'hui, mais finalement je trouve que toute proportion gardée, il vaut mieux ici vous dire de prendre vos précautions que de ne pas le faire. On a ici fait le tour, je pense. Analyse technique, bon, pas grand chose de plus à dire, hein, on va faire beaucoup de fondamentales aujourd'hui. On va vite fait faire un tour sur les news potentielles. Ici, sur le Wall Street Journal, encore une fois, je trouve que ici, dans les news, entre guillemets, on glorifie un petit peu les protagonistes, alors que franchement, on ferait mieux de leur cracher dessus. Mais bon, ici, on le voit, BTC qui plus ou moins perd sa Rainbow Line, hein, vous le voyez, si jamais on est ici en train d'en sortir, ou alors on est extrêmement bas, on est encore en dessous du basically fire sell, mais vous comprendrez ici que tout ce genre de choses-là ne peut pas être nécessairement tenu pour acquise. C'est pas parce qu'on a fait 2, 3, 4 bottoms qui suivent plus ou moins une parabole que nécessairement ça va être le cas de la toucher parfaitement et d'y rester. Cependant, quand on regarde des trends, effectivement, on est probablement ici en train de passer sous quelque chose. Donc soit ça repart assez vite, soit ça redescend beaucoup plus bas. Ça, on en a parlé hier, à peu près de tout ce qu'il y a là-dessus. Ça correspond au sujet que je vous faisais tout à l'heure, qui fait un ancien régulateur des États-Unis qui fait le lien entre FTX et SBF et Bernard Madoff.
Et c'est vrai que typiquement ici, c'est pour ça qu'il y a eu cette énorme crise de liquidité, c'est que quand vous n'avez plus de nouveaux arrivants, eh ben tout s'écroule, le schéma s'écroule, et effectivement, pour le coup, effectivement, on peut estimer que le FTT était une sorte de Ponzi. Et surtout que les pratiques que Alameda Research et FTX ont dû faire étaient vraiment ici relativement scandaleuses, au vu en tout cas des lois qui existent pour protéger les institutionnels de ce type de manipulation. Pas grand chose, vous le voyez ici sur le calendrier, et je vous ai parlé ici aussi du fait que visiblement, cette info aurait été confirmée, mais donc l'adresse FTX qu'on regardait tout à l'heure était probablement celle sous laquelle le gouvernement des Bahamas a mis sous séquestre les actifs de FTX. On a ici un problème de juridiction, on aura peut-être probablement, je pense, une réponse demain par rapport à ça. Une question de juridiction qui se pose. Est-ce que FTX aurait dû déposer sa banqueroute en gros déposer le bilan? Est-ce qu'ils auraient dû déposer le bilan au niveau des Bahamas, ou est-ce qu'ils auraient dû le faire au niveau des États-Unis? Très bonne question. Normalement, en principe, leur siège social était aux Bahamas, donc ils auraient dû le faire aux Bahamas. Là, visiblement, ça a été fait dans les deux, si j'ai bien compris, ou en tout cas, à partir du moment où le Chapter 11 a été déposé aux États-Unis, bah, du coup, les Bahamas leur sont tombés dessus. On va voir ici où ça tient. Est-ce qu'ils ont le droit de faire le séquestre de ces assets, si effectivement cette adresse est bien la bonne? Et c'est ce que l'avocat liquidateur de FTX est en train de faire la lumière là-dessus. Et vous avez également un juge dans le Delaware qui est en train de faire la lumière sur qui est compétent ou pas. Demain, il y aura un meeting à ce propos. Demain lundi donc, et on en saura probablement un peu plus là-dessus, à savoir qui est compétent, etc. Et la troisième chose, c'est toujours par rapport à FTX. Alors, on peut se poser du coup la question pour Binance par exemple. Pourquoi on ne sait pas réellement où est le siège social de Binance? Visiblement, ça serait en Lituanie que Binance a son siège social ici qui est domicilié. On peut aussi se poser la question, mais c'est une très bonne question à se poser, qui est pourquoi finalement l'administration américaine semble bouder Binance? Tout simplement parce que son PDG est sino-canadien. Donc du coup, c'est pas un Américain de pure souche. Et là, en l'occurrence, avec SBF, on avait un Américain de pure souche, certes basé aux Bahamas, mais qui était plus ou moins, qui était en train de donner de monter le fleuron de l'industrie crypto aux États-Unis. Donc comprenez ici que Binance en ressort grandi d'une certaine manière, mais finalement la finance américaine et la crypto américaine en ressort extrêmement salie. Et également, comme je le redis, les hautes sphères du pouvoir pourraient ici protéger en partie les protagonistes de cette affaire. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans le futur. Mais je trouve que quand on regarde le Wall Street Journal et on voit ce type de dessin, c'est pas des choses qui sont... bon, j'ai pas l'abonnement au Wall Street Journal, mais moi j'utilise le Wall Street Journal juste pour voir un petit peu, c'est quoi la tendance, on va dire les grands titres, mais je lis pas forcément les articles dessus. Mais on voit ici que, comment dire... Il y a quand même des choses qui sont un peu bizarres dans toute cette histoire. Pourquoi pas d'investigation de la SEC en amont? Pourquoi effectivement, alors bon, tout le monde dit parce que le père de Caroline était un pote de Gary Gensler, etc. Non, on peut pas. C'est pas parce que tout ce petit monde-là a fait le MIT, etc. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais en gros, le MIT c'est la 4e meilleure école de finance au monde, donc c'est normal qu'ici il y ait des gens qui se retrouvent dans le monde de la finance et qui sortent tous de cette école. Il n'y a pas vraiment ici pour moi de lien à avoir. Donc instant T, voilà. Si on reprend ici l'analyse technique, pour moi, si on repasse les 16009. On a peut-être quelque chose à jouer. Si on a un énième retrait et si jamais cet afflux de BTC sur Binance est réel, et bien du coup on pourrait avoir une nouvelle jambe baissière de ce style. C'est-à-dire toute proportion gardée, à nouveau un petit moins 30%. Donc ça nous enverrait vers les 12 000, quelque chose comme ça. Et encore une fois, toute proportion gardée. Si on s'en tient au chartisme et qu'on donne raison à ce triangle, qui pour moi, pour le moment, n'en est pas un,
Si on avait une cassure par exemple par ici, ça pointerait plutôt vers les 14. On a pas mal de choses qui pointent vers les 14 au niveau chartisme, donc du coup potentiellement ici, voilà. Moi en ce moment, je n'ai pas vraiment de direction à donner au prix et je ne suis pas forcément nécessairement extrêmement positionné en trade. Je peaufine plutôt des ordres d'achat sur des alts et je préfère voilà, allouer ici mon argent n'ayant aucune certitude, on va dire, sur la tendance en tout cas, mais si jamais on perd cette traîne, etc., bien évidemment, ouvrir un petit short jusqu'au 14,5, 15 000, ça serait pas forcément une mauvaise idée, ou alors ouvrir un assez gros short de couverture en levier, par exemple, pour pouvoir ici éventuellement se hedger, et hedger la perte de son portefeuille serait plutôt une bonne idée. À vous de voir ce que vous voulez faire, bien évidemment, avec votre argent. Et vous savez que nous, ici, on donne des opinions, mais on donne pas forcément des conseils financiers. On est ici sur les liquidations. Qu'est-ce qui a été liquidé sur les dernières 24 heures? 75 millions. 75 millions, beaucoup de liquidations sur BTC, à peu près un peu moins sur Ethereum par rapport à d'habitude. Carnet d'ordre, on va pas le faire, les options, on va pas les faire non plus, on va faire que les leviers. Donc on est ici en train de chercher BTC USDT PERP. Et alors qu'est-ce qu'on a? On est venu chercher, vous le voyez ici sur BTC, ce point qui avait été créé hier. Tac, entre-temps, on a eu un short assez violent à partir d'ici, mais le niveau a été pris. Ici, on a eu du long, mais vous voyez que ça équivaut au niveau suivant, donc on va pas le noter. On a eu du long jusque là, à partir de là, on était shorté, donc ça a été pris également. À partir de là, on est longué, ça a été pris aussi. Et puis ensuite, on va regarder un peu plus près. Donc le nombre de contrats en circulation, il est plutôt à la diminution hein, au niveau des futurs. Et ici, donc j'ai dit long, très léger short ici. On peut considérer qu'il a été travaillé aussi. Donc pour moi, tous les niveaux ont été pris ici. On n'a pas réellement rajouté de niveau. On a fait des mouvements typiques de week-end, c'est-à-dire on va chercher des petites liquidations en haut et en bas, mais rien de bien nouveau sous le soleil du côté, en tout cas, du BTC. On regarde ici maintenant l'Ether. Alors sur Ether, vous voyez qu'on a pas mal travaillé les niveaux d'hier aussi. Encore que celui-ci est plutôt un vieux niveau. Je ne sais pas de quand il date, mais du coup c'est plutôt un vieux niveau. Donc ça c'est plutôt une bonne chose qu'on soit venu le chercher. Pour moi le gros des liquidités sur Ether il est à 1072 $. Vous voyez qu'on est venu chercher ce point de short également. Et on est venu, on va mieux le placer pour voir s'il a été pris ou pas. Non, on n'est pas venu prendre ce niveau-là. On a été shorté un petit peu avant, mais voilà, on n'est pas venu prendre ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis sur Ether? On va faire rapidement parce qu'on va prendre que les grands mouvements, hein, en fait, parce que là, ici, grand mouvement sur le funding du long. À partir d'ici, ça a été travaillé. Ici, on a été shorté. À partir de là, ça a été travaillé aussi. Ici, on a été longué, ça a été travaillé. Et on a un petit niveau de short à partir d'ici, qui est pour moi pas uniquement petit, mais un tout petit peu conséquent quand même. Et il se tient à ce niveau-là, tout pile. Quelque part par là, voilà. Donc on a rajouté un point de short au 1222. Désormais, la prochaine éventuelle pour les liquidations, la prochaine target, ça sera 1074, où là on a effectivement un niveau assez conséquent d'open interest. Donc si on veut liquider vers le bas sur Ether, on pourrait venir faire un tour au 1074, et on a quelque chose d'assez gros également à liquider au 1300. Les prochains niveaux, on en parlera après, parce que pour l'instant, on se concentre sur, on va dire, le court terme. Dans les poches de liquidité, eh bien, on a un peu plus de shorter désormais sur Bitcoin que de longueur, mais pas beaucoup. C'est vraiment pas énorme. Et toujours sur les poches de liquidité. Très fort short sur Ethereum, hein. Donc très grande chance sur Ethereum de faire un mouvement dans l'autre sens, sauf si bien évidemment le CVD ne nous y aide pas. Et en l'occurrence, le CVD sur Ethereum, il a vraiment une sale gueule. Donc pour le moment, il ne nous y aide pas. Donc voilà, on pourrait ici peut-être penser que il va y avoir ce fameux rebond. Si jamais il y avait un rebond sur Ether, et si jamais le prix pour ce week-end était repoussé vers le haut, pour le coup,
la structure de bull flag prendrait vraiment de la gueule. C'est-à-dire qu'on serait vraiment assez typiquement sur ce type de structure correctrice. Puisque là, en admettant qu'on vienne chercher les liquidations autour des 1003, on serait assez facilement... Enfin, ça aurait vraiment pour moi une tronche de bull flag. Si jamais on prend ici les clôtures, voilà, fermeture ici, ici, s'il est cassé, hein, bien évidemment. Après, c'est quelque chose qu'il faut péter, sinon ça marche pas. Hein. Et si on repartait de là pour aller au 1003 et péter au 1003 dans un premier temps, ça serait direction les 1450 pour Ether. Donc, on va regarder ça, on va suivre de près. Est-ce que ça rebondit à partir de là? Est-ce que le CVD spot se reprend ou pas? Ou bien, étant donné ce fort niveau de short qu'on a eu sur ce point-là, ou bien est-ce qu'on vient juste, hop, je vous l'envoie ici, on vient juste prendre ce qui s'est passé là-dessus, et ensuite on se retourne. Le danger, c'est ça. C'est pour ça que sur ce type de flag, n'intervenez pas forcément en bas du flag, mais intervenez plutôt à la cassure, voire éventuellement au retest, et puis on repart, que d'intervenir en amont et d'essayer absolument de choper le bas du flag. Ça sous-entend que vous avez extrêmement confiance dans votre scénario, ce qui peut être le cas hein, sur certains trades, ça peut vraiment ici être le cas, si vous avez extrêmement confiance dans votre scénario, ou alors que vous avez un risk management hyper serré, c'est-à-dire petit trade avec un risk management vraiment où pour le coup vous diminuez l'impact de une décision financière en diminuant tout simplement l'ampleur de la position. Voilà, un petit peu pompeux comme formule, mais vous comprenez ce que je veux dire. On va regarder un coup la stablecoin dominance et puis on va clôturer cette vidéo si je la retrouve. Voilà. C'est le week-end, hein, m'en veuillez pas trop, c'est dimanche. Alors, stablecoin dominance, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici un potentiel biseau qui a cassé, retest. Donc théoriquement, un biseau ascendant comme ça, on s'attendrait à venir revisiter la deuxième borne, c'est-à-dire une target ici autour des 17%. Donc un potentiel ici, effectivement, léger retournement de marché pour reprendre un peu de souffle d'ici demain. Ça, c'est une potentialité. Maintenant, on avait dit attention à un potentiel triangle. Et c'est un petit peu ce qu'on peut voir, hein. C'est d'ailleurs normal, puisque c'est à peu près la figure qu'on voit de partout. Triangle qui est une figure, je le rappelle, de continuation. Donc figure de continuation, ça voudrait dire pour la stablecoin dominance, faire une nouvelle target. On prend l'amplitude du triangle au début du triangle, on la reporte au point de cassure, et vous voyez que là on y est peut-être. Hein. Bon là je l'ai mise à la serpe un peu, hein. On va la mettre un peu mieux, voilà, comme ça. Là on serait peut-être sur la cassure, donc théoriquement, attention à ça aussi, et ça nous ramènerait au 21% de stablecoin dominance. Pour le moment, on a cette droite qui en général résiste plutôt pas trop mal, mais vous voyez qu'elle est extrêmement travaillée à force de venir taper au carreau de ce support, de cette résistance là, qui est vraiment une droite historique, à force de venir taper au carreau, ici vous le voyez, on a cette accélération haussière dès que vraiment on le casse. Ici, vous le voyez, on la réintègre et on revient la tester. Et puis, ici, on n'arrive pas à la repasser, cette droite. Et puis là, finalement, on trouve peut-être le momentum pour y aller. On va voir si vraiment ça pète. C'est normal de consolider ici dans cette zone parce qu'effectivement, il y a cette droite qui est très forte, qui est en fait plus ou moins, vous le voyez, une droite qui date depuis plusieurs années. Cette espèce de canal parallèle ascendant. Et donc on va voir si cette droite là fait son boulot ou si jamais on fait effectivement ce triangle de continuation, c'est-à-dire tout simplement que la crypto a 21% de stablecoin dominance. Excusez-moi, j'enlève les dessins parce que sinon c'est trop chiant, j'aurais pas dû bouger comme ça, mais voilà, donc désolé pour ceux qui ont vomi. Donc la stablecoin a 21% de dominance, vous comprenez que c'est par exemple ça, on était en 19 juin dernier. Ça voudrait potentiellement dire on est vraiment ici en train d'aller voilà, aux 12 ou 14 000 $ sans aucun problème sur Bitcoin et potentiellement ici retester à minima les 1000 et peut-être passer en dessous sur Ethereum. Donc tout ça est plutôt baissier en termes d'analyse à l'instant T. Est-ce que j'ai des bonnes nouvelles pour vous? Pas vraiment, je crois en fait. Mais c'est dans les moments où on n'a pas de bonnes nouvelles que justement il faut continuer à garder son plan et ne pas rentrer dans l'affectif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement peaufiner vos ordres d'achat en dessous. Si jamais vous n'avez plus d'ordre d'achat et que vous êtes commit à 100%, du coup décrochez un peu
des cryptos. Si vraiment votre portefeuille avait des assets relativement dégueulasses dedans, faites une croix dessus dans votre tête en vous disant que peut-être sur un malentendu, sur un pump and dump, pour le coup, les monnaies dans lesquelles vous n'avez pas forcément confiance, et ben essayez sur un pump and dump de récupérer à minima votre investissement initial, on ne sait jamais. Et puis, voilà, ce que j'aurais tendance à dire, les petits cryptos un petit peu merdiques dans lesquels vous aviez plutôt investi sur une hype. L'idée ici, ça serait potentiellement de les laisser sur les exchanges et de mettre un ordre de sortie ou deux, histoire de voilà, re-rentrer parce que vous ne pensez pas que ces cryptos feront partie du prochain bull run. Et puis, pour les grosses cryptos, puisque théoriquement, si vous avez un risk management qui est plutôt correct, vous devez avoir dans votre portefeuille du Bitcoin et de l'Ethereum à l'intérieur, et ben ça on attend, et puis il y aura un moment donné où ça repartira, y compris, si vous n'avez pas nécessairement acheté les 14, les 12, les 8, les 3, que sais-je au niveau des prix. C'est la vie, c'est comme ça, il faudra juste attendre un petit peu. Néanmoins, continuez à vous former, continuez à apprendre, parce que c'est ça le plus important. Il y a quelque chose que le marché ne vous... S'il y a quelque chose que le marché ne peut pas vous voler, c'est tout simplement la connaissance et l'expérience que vous avez acquis en étant à ses côtés pendant plusieurs mois, années. Probablement, j'en ai parlé hier, un Black Friday sur les abonnements TradingView. Donc si vous êtes intéressé là-dessus, je pense qu'il y aura des promos vendredi. Je sais pas quand est-ce qu'elles vont commencer exactement. J'attends les mails, moi étant partenaire TradingView, pour voir s'il y a des choses spéciales. Mais j'ai rien eu dans mes mails pour le moment. Mais je vous tiendrai au courant si jamais c'est le cas. Et puis voilà, tout ce qui est encore une fois liens affiliés de la chaîne qui peuvent éventuellement vous plaire, à savoir des bons bouquins de chartisme, des liens également pour des ledgers, ce genre de choses. N'hésitez pas à y aller et à taper dedans. Voilà, vidéo un petit peu longue, un peu hésitante, mais c'est dimanche et c'est difficile de faire des vidéos le dimanche parce que parfois on a eu des soirées un peu difficiles la veille. Donc du coup, mettez en commentaire votre meilleur remède pour la gueule de bois. Voilà, ça va être ça la question du jour, c'est-à-dire quel est votre meilleur traitement pour la gueule de bois. Le Doliprane étant pas nécessairement une solution. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, mettre un pouce bleu, c'est important, mettez un pouce bleu, et puis éventuellement nous rejoindre sur le Discord, dont encore une fois le lien est en description de la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. À très bientôt.